il y a quelque chose qui m'est immédiatement arrivé dans la tête, qui va s'adresser d'abord à la psychanalyste, mais les deux autres orateurs pourraient en dire des choses intéressantes. Le masochisme. L'une des choses quand même stupéfiantes dans le masochisme, c'est qu'on retire du plaisir de la douleur et on retire du plaisir également de la contrainte. C'est quelque chose qui m'a longtemps intrigué, j'ai fait un bouquin dessus, j'ai interviewé des tas de masochistes, j'ai participé, ce fut difficile, à quelques ateliers. J'ai limité ma participation très vite, les contraintes me sont apparues. Et dans tout l'univers masochiste, il y en a un qui est vraiment pile poil dans ce thème, qui est ce qu'on appelle le bondage, donc le ligotage. Et en écoutant les gens qui pratiquent ça, je me suis aperçu de quelque chose. La contrainte leur est un plaisir parce qu'elle est paradoxalement une source de liberté. Pourquoi est-elle une source de liberté? Parce que tout d'un coup, la responsabilité disparaît. Et alors c'est là que ça dépasse le cadre juste psychanalytique. Dans plusieurs situations, la contrainte est un abandon de responsabilité, elle est un abandon d'effort, elle peut être un abandon de dépenses d'énergie. Donc ma question, en démarrant d'abord par vous, mais en espérant que les deux autres orateurs aient des choses à dire, c'est, si on ne parle pas des choix de la contrainte, quels sont les bénéfices, les plaisirs de la contrainte? Bon, d'abord, je partage tout à fait votre analyse. Et en particulier, en effet, l'idée que le masochiste, dans ce cas précis en particulier, se démet de la responsabilité. Parce que le masochisme, c'est compliqué, il y a toutes sortes de masochisme. Prenons le cas du bandage. Et ce qui est quand même particulier chez le masochiste, et en particulier chez le masochiste moral, dont on a une grande variété sur les divans, c'est le fait que de toute manière, il aura toujours raison. Je veux dire qu'il a atteint une limite, si vous voulez, où personne ne peut rien lui imposer, parce que tout est déjà imposé dans sa tête. Alors ça rejoint ce que vous dites en effet sur le déni de responsabilité ou la démission par rapport à la responsabilité, mais en fait et en réalité, c'est lui qui tient les rênes. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas analysable, c'est le masochiste. Il aura toujours raison. Et il y a un texte remarquable, je ne sais pas s'il faisait partie sûrement, de votre biblio, c'est l'introduction de Gilles Deleuze à Sa chère Masoche, qui explique ça très très bien. Je pense que c'est lui qui a le mieux pointé cette affaire. Sans quoi il y a aussi Theodor Reich, des choses très intéressantes justement sur la culpabilité. J'ai une question aux organisateurs de la journée. En fait, on a le droit à combien de jokers? Zéro, c'est la première. Non, j'ai très peu de choses à dire, sauf peut-être pour mes collègues physiciennes et physiciens, de choisir de faire durablement de la thermodynamique, parce que quelque part, c'est pas mais au-delà de ça, sincèrement, j'ai pas grand-chose à en dire, excusez-moi. Pas du tout, c'est une sublimation. Merci. Voilà. Allez, au revoir. Moi, je voudrais commencer par la science-fiction, puis je continuerai après avec la psychanalyse, sans oublier Christophe, évidemment. Mais pour la science-fiction, bon, c'est un domaine que je connais un tout petit peu, et bon, les différents thèmes que vous avez précisés à la fin, bon, sont finalement des représentations qu'on peut dire être celles que beaucoup de gens ont de l'écologie. Et tout à la fin de votre exposé, vous avez dit, oui, mais je ne sais plus quel mot vous avez employé, quelque chose comme, mais comment on y arrive? Et c'est vraiment la question que je me suis posée depuis tout le long de votre intervention, qui est que, bon, il y a un manque, et ensuite il y a un ensemble de représentations. Mais donc, où se trouve finalement comment ça se passe? Or, la question actuelle, elle est quand même bien celle-ci, hein, comment ça se passe. Et du coup, alors si vous permettez, je continue avec la psychanalyse. Bon, on peut se poser aussi la même question, c'est-à-dire
vous l'expliquez fort bien. Bon, moi, j'ai retrouvé beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord dans ce que vous dites, mais ça se passe pour les individus. Et vous le dites vous-même, bon, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas en mesure de donner une problématique de groupe, mais il y a quand même des gens qui ont essayé de le faire, comme Castoriadis. Bon, et Castoriadis, du coup, lui, ce dont il parlait, c'était la question de l'autonomie, et du choix, et de va-et-vient permanent entre l'autonomie et l'hétéronomie. Bien, là, si je me situe du côté de la sociologie, Norbert Elias a parlé aussi de l'autocontrainte et comment une société se civilise, en quelque sorte, quand les personnes intègrent, enfin, s'auto-contraignent. Et donc, il met en place toute une série de domaines, et ils ne s'auto-contraignent qu'à la condition d'avoir suffisamment de sécurité. Alors, c'est ce que vous dites vous-même quand vous dites sécurité matérielle, d'ailleurs, mais je pense que là, il y a quelque chose qui, par rapport aux questions contemporaines, mérite d'être travaillé collectivement. Puis alors, quant à Christophe, que je ne voulais pas oublier, quand tu nous dis jouir sans temps mort, quand tu parles du renversement, j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement, c'est ce qu'on trouve chez Huxley dès 1931. Quand il y a cette séparation entre la jouissance infinie, la jouissance sexuelle, qui est séparée de la reproduction. Et donc, à condition de ne pas reconnaître que nous sommes des vivipares, eh bien, la jouissance permanente nous est autorisée. Je commence, ça me rappelle tout. Alors effectivement, la science-fiction, elle ne dit pas des choses différentes que d'autres disciplines ou même des citoyens, les gens communs, si j'ose dire, pourraient penser, parce qu'elle pioche dans ce monde pour créer, pour que les auteurs piochent, les autrices piochent dans ce monde, dans le monde, pour créer leurs œuvres. Donc elle ne dit pas forcément des choses originales. Là où c'est intéressant, c'est qu'elle les positionne différemment dans le temps. D'abord en les pensant dans le temps long, ce qui n'est pas toujours le cas de la pensée habituelle. On regarde ce qui se passe là, demain, dans une heure, j'ai une train à prendre, etc. Puis après, blablabla. Et de temps en temps, alors les retraites par exemple, enfin, nous on y pense avec un temps relativement court, mais les jeunes, ils y pensent, c'est en plus l'infini pour eux. Donc cette pensée sur le temps long, on ne l'a pas quotidiennement. L'ASF, elle incite à faire ça. Elle incite à penser le temps long. Et deuxième chose, elle pose aussi un futur, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle change le statut du présent. Pour nous, le présent, c'est maintenant, et on regarde à peu près tout ce qui se passe, on dit voilà, la dérivée, enfin, dans telle discipline, c'est comme ça, là, c'est comme ça, là, c'est comme ça, là, c'est comme ça, et puis on essaie, à partir d'un instant initial qui est maintenant, et sachant l'état de la situation, d'imaginer un état futur, de prédire un état futur. Ça pourrait être de la prospective, par exemple, ça serait la méthode de la prospective. La science-fiction, elle pose l'état futur, et le présent est un état passé de ce futur imaginaire, évidemment, de ce futur fictionnel, un état passé, et la question qui est intéressante, que la science-fiction ne traite pas, c'est comment de cet état futur on vient vers le présent que nous connaissons, qui est fixé. Donc c'est en physique, ça serait un changement des conditions initiales, de les prendre maintenant vers le futur, on les prend dans le futur vers maintenant, et de voir les voies qui mènent à ce futur qui est décrit, pour les éviter si on veut éviter ce futur, ou pour les suivre si on veut les suivre. Donc je pense que c'est un renversement du statut du présent, qui n'est pas un point de départ vers le futur, il y a un futur qui est posé, une situation, futur typiquement, ça peut être un passé alternatif, mais un futur qui est posé, et on peut essayer après par la pensée de revenir vers notre état présent. Qu'est-ce qui a fait la transition, dont ne traite pas la science-fiction, mais qui peut nous inciter à traiter de cette question-là. C'est-à-dire, comme support, la science-fiction comme support pour penser à cette question. Voilà. Pas elle comme production intellectuelle de réflexion, de choses comme ça. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, je trouve tout à fait intéressant sur le plan individuel, parce que ce sont en général les adolescents qui sont fascinés par la science-fiction, beaucoup plus que les adultes. Or, ça va exactement dans le... Des adultes qui sont restés des grands adolescents, monsieur, n'ayez pas peur. Donc, je crois quand même que là, ce que vous dites est exactement s'adapte parfaitement à cette question, c'est-à-dire qu'il y a le moment où la découverte du présent
présent qui est extraordinairement angoissant, finalement, à l'adolescence, qui est un point d'interrogation massif. Et donc, en effet, ce temps long, c'est en fait leur avenir. Je crois qu'il y aurait probablement beaucoup à travailler à partir de ce que vous venez de dire sur l'usage que font les adolescents de la science-fiction. Quand je dis adolescents, je pense vraiment à des... pas 18 ans, plutôt 14-15 ans. Vraiment l'entrée dans l'adolescence. Alors, pour répondre à votre question, madame, oui, et bien sûr, Castoriadis, tout à fait, Norbert Elias, Erich Fromm, l'école de Francfort, Marcuse. Bon, c'est toute la dimension de la psychanalyse, effectivement, réfléchissant sur la civilisation. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est la... Freud n'aimait pas la philosophie, il détestait même. Mais néanmoins, il est obligé de passer à une vitesse philosophique quand il commence à penser à la civilisation. Parce que la réalité de la pratique de l'analyse, c'est pas ça. C'est 3/4 d'heure dans son fauteuil avec un patient. Et ça ne permet pas, précisément, cette ouverture vers une pensée plus large. Donc, je crois que c'est la psychanalyse, dans la mesure où, en effet, elle rejoint quelque chose de la philosophie, peut certainement, et bon, c'est souhaitable, essayer de renouveler cette réflexion, mais pas en tant que pratique. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, en tant que pratique clinique. Christophe ? Oui, donc tout à l'heure sur le thème du masochisme, on a réussi à protéger les deux physiciens avec une pirouette. Merci Michel de nous imposer, d'imposer au thermodynamicien de répondre à la question de jouir sans entrave. Bien, donc on va y aller. La question ici qui était abordée pour moi était le fait de ce caractère un petit peu mythique du passage à la limite dans un système où on va imaginer il n'y a plus de friction. Il n'y a plus de source de production d'entropie, il n'y a plus de dégradation quelconque, tout ce qui est mis en œuvre est mis en œuvre pour l'objectif qu'on souhaite réaliser. Ce qui n'est clairement pas le cas dans le monde réel, et c'est une forme d'idéalisation mécaniste, je dirais, où on va mettre de côté les frottements, c'est ce qu'on fait avec nos étudiants en première année de licence, et on leur enseigne les choses dans un monde qui n'existe pas. Ok ? Bon, voilà. Et donc le propos ici, c'est que quand on va pousser ça à l'extrême, en mécanique, ça ne pose pas de problème. Et la surprise qu'on a eue avec Eric, c'est d'observer que si on fait la chose en thermodynamique, pas de friction, pas de production d'entropie aucune, et qu'on essaye de mobiliser tout vraiment pour l'objectif qui est, en l'occurrence ici, produire de la puissance, par exemple. Et comme je vous ai montré, étonnamment, alors qu'on souhaite effectivement pousser la chose sans aucune contrainte, ce qu'on aboutit, c'est quelque chose, finalement, à un point de fonctionnement nul. C'est-à-dire, on cherchait à pousser la chose à la limite, et en fait, ça nous ramène au point zéro. Et étonnamment, j'étais très surpris quand je suis tombé sur ce graffiti, jouir sans entrave, je m'en souvenais. Et vivre sans temps mort. Oui, et justement, j'avais 3 ans, donc je ne savais pas lire, et donc je suis allé rechercher ça récemment, et il y a le vivre sans temps mort. Et étonnamment, il y avait la question du temps. C'est-à-dire que quand on tombe sur le système où on enlevait toutes les frictions, on a enlevé aussi toute possibilité d'avoir une flèche du temps. On retombe sur un temps de la mécanique qui, quelque part, finalement, n'est qu'une variable et qui n'existe pas en soi. Et étonnamment, le graffiti le revendiquait aussi. Vivre sans temps mort. Et le vivre sans temps mort, c'est vivre sans temps tout court, d'une certaine manière, assez paradoxalement. Ça va, j'ai réussi à tuer ta question? Moi, je réagirais par rapport à ça tout à l'heure. Une remarque, enfin 2 remarques. Roland, à propos de la trajectoire, je pense qu'il faut quand même... j'ai été frappé par la même remarque quand, dans ton séminaire, à un moment, tu as dit, on ne dit pas comment on y va. Et c'est tellement important, cette question-là, parce que ce à quoi les ados sont sensibles maintenant, dans le comment on y va, c'est la collapsologie. C'est une force d'attirance qui est extraordinaire. Et donc, c'est un vrai problème, ce truc-là. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? La deuxième dimension, c'est que, en fait, le comment on y va, ça s'appelle des scénarios, hein, dans le lit, des machins, etc. C'est des scénarios énergétiques et machins. Voilà, on part de maintenant et puis on essaie d'aller là. On ne trace pas d'ailleurs une société. Alors, on trace pas une société.
parce qu'on ne sait pas le faire, mais ces scénarios, ils souffrent quand même souvent de beaucoup d'implicites, de non-dits, d'hypothèses cachées, etc., etc. Donc on a une vraie difficulté avec ce truc-là. Et voilà, c'est simplement la remarque que je voulais faire, c'est que il faut qu'on travaille beaucoup ces trucs-là, parce que... Bon, non mais je sais bien qu'on est d'accord. Ouais. Il y a là, par le scénario, tel qu'on conçoit, en disant c'est l'instant présent, l'instant initial, et puis on essaie de voir ce qui va se passer. Ce scénario-là, il est toujours un peu sec d'une certaine façon. Il explique qu'il va se passer ci et ça, il va falloir, je sais pas quoi, mettre du nucléaire ou pas, de l'éolien, du machin, où ça va tout s'écrouler. Enfin, il est un peu sec, ou très catastrophique. Il n'y a pas de scénario, pour l'instant, qui t'explique les voies étroites, le régime transitoire, vers un nouvel état stationnaire, qui sera très différent de l'état actuel. La science-fiction, elle te montre l'état stationnaire, le nouvel état stationnaire, quel qu'il soit, très différent de l'état actuel, éventuellement désirable, enfin où tu as une bonne vie quand même, c'est pas forcément l'autoritarisme du Vessar qui vient te casser la figure dès que tu touches un bras d'herbe, mais la question de cette transition-là, de l'écriture de ça, elle est peu présente en science-fiction, et on essaie, alors, par une tentative faite avec Daniel Suchet et Aline Orias et les éditions ActuSF, de produire une série de petits récits, donc des nouvelles, pas trop longues, pour qu'on puisse dire, adossées à un petit texte scientifique, c'est une tentative qu'on fait là, qui montre les voies étroites, éventuellement difficiles, pour atteindre un nouvel état stationnaire, différent, qu'on espère on vit, mais qui est très différent d'actuellement. Et c'est le point du chemin qui doit être désirable, parce que le chemin, il va... Enfin, désirable. Le chemin, il va être... Je pense qu'il faut être modeste. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il faille se donner comme objectif de reconstruire, de se donner un point final. Il faut être... Voilà. Il faut tracer quelques directions et se dire, voilà, cette direction est pertinente, cette direction est pertinente, et puis c'est tout. Ouais. Bon, d'accord. La deuxième chose, c'est peut-être complètement à côté de la plaque, mais quand vous donniez les trois instances de la dynamique psychique tout à fait au début de ce séminaire, je pensais tout à fait à autre chose, et qui est le temps que passent des petits-enfants, 3-4 ans, etc., en jouant à essayer de comprendre le monde qui est autour d'eux. Ils passent un temps fou. Ils répètent, ils regardent, etc. Et finalement, on pourrait dire en un certain sens que ce qu'ils cherchent, c'est les invariants qu'il y a autour d'eux. Rechercher les invariants. Et ça se voit parce que les gens qui font de l'intelligence artificielle, par exemple, et qui travaillent sur la reconnaissance du visage, etc., comment ils font? Eh ben, ils alimentent le programme de milliers ou de millions d'images de chats, et puis ensuite, ils montrent une image de chat, et l'ordinateur dit « Ah oui, ça c'est un chat ». Mais à l'enfant, il n'a pas besoin d'avoir des millions d'images de chats. Quelques images de chat ou d'hippopotame, il va reconnaître et faire la distinction entre un hippopotame et un chat. Donc, ça veut dire que le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne, il y a quelque chose, alors on ne sait pas exactement comment il fonctionne, mais quand même, je comprends pourquoi ça c'est totalement absent, parce que après, je pense que c'est ce qu'on retrouve dans la sublimation, ce besoin de comprendre, de chercher les invariants pour se repérer et ensuite accueillir le nouveau par rapport à cette construction d'invariants qu'il se fait jour après jour à travers ces jeux, etc. C'est quand même extrêmement frappant, et ça ne paraît pas faire partie des choses fondamentales de la dynamique humaine, quoi, et qu'on voit chez les bébés. Hein. Oui. Peut-être c'est à côté de la plaque, hein, j'en sais rien. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ajouterais quelque chose, c'est-à-dire que là, avant de parler de la recherche des invariants, moi, je parlerais de l'envie de goûter le monde. D'accord. Ça commence par ça, c'est-à-dire que le monde est provoquant, il est appétissant, pour un enfant normal, hein. C'est un enfant autiste, non. Mais un enfant normal a de l'appétit pour le monde. Et donc, effectivement, pour ne pas être perdu, il va faire cette recherche d'invariants. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui serait intéressant aussi à ajouter, c'est ce qui se passe à l'autre bout de la chaîne, dans les démences. Dans les démences séniles, où là, précisément, l'invariant est perdu. Dans le syndrome de Capgras, par exemple, une même personne tout à fait familière
ne peut plus être reconnu comme une personne, voire même si c'est l'épouse, l'enfant, etc. C'est plusieurs personnes. Donc je crois que vous avez tout à fait raison, cette question de l'invariant est tout à fait fondamentale, mais à la limite, moi je la verrais presque plus comme quelque chose autour de la nécessité d'organiser le monde pour ne pas en être écrasé, en fait. Et cette possibilité, ça marche. Et cette possibilité, oui, heureusement que ça marche. Juste, ça marche pendant un certain temps. Et à un moment donné, ça peut ne plus marcher. Moi, j'ai une question de pure thermodynamique, pour faire plaisir à Stupide. En fait, je pense que les deux autres intervenants ont peut-être quelque chose à dire aussi. Dans les débats qu'on voit un peu sur l'espace public, par rapport à la transition, l'effondrement, etc., j'ai constaté que plusieurs fois, on cite, j'ai l'impression un peu à tort et à travers, le second principe de la thermodynamique, et qu'on parle d'entropie, de société anthropique, on agrège l'entropie avec le désordre, et on dit qu'on va forcément vers plus de désordre, etc. J'ai l'impression on fait dire beaucoup de choses à ce second principe, et surtout à tort. J'aimerais savoir si vous avez un regard là-dessus, si vous pensez qu'au contraire, c'est un concept qu'on peut étendre assez facilement. Je commencerai par une boutade qui est sur un forum qu'on peut trouver, je ne citerai pas où il y a beaucoup de discussions sur thermodynamique et économie. Et dans les discussions sur thermodynamique et économie, forcément entropie arrive, parce qu'entropie c'est une grandeur extensive, non conservative. Donc on se dit tiens, c'est super, parce que la monnaie c'est extensif, et c'est non conservatif, puisque quand je demande à mon banquier de me faire un prêt, il crée de la monnaie. Donc l'entropie c'est de la monnaie, vas-y que je te pousse et on y va. Et donc vous en avez des pages et des pages, et ça arrive à un moment où il y a le commentaire de quelqu'un qui dit je vois avec bonheur que les physiciens sont emparés du concept d'entropie, que nous en sociologie on l'utilise depuis 40 ans. Enfin, c'est pour dire à quel point le terme entropie en fait est méconnu. Entropie désordre, on évacue, ça c'est quelque chose qui est même dans les manuels. Entropie, une mesure de la dispersion de l'énergie, d'accord, ok. Effectivement, c'est un terme qui, même par des personnes que je ne citerai pas, mais qui ont pignon sur rue, est utilisé. Personnellement, je pense qu'à partir du moment où on va dire que s'il peut y avoir dispersion de l'énergie, ça se comprend tout aussi bien, on n'a pas besoin d'utiliser le vocable entropie. On peut, il est dédié à ça, sauf que l'entropie, c'est la variable conjuguée de la température dans la construction de l'énergie interne. Donc le terme entropie, si on est tout à fait sérieux, il n'a de sens que conjugué à la grandeur, au potentiel température. Si on fait une thermodynamique, ce qui est ce qu'on a fait quand on a fait la chose sur le muscle, où le potentiel c'est plus la température, on a une chose qui tient le rôle de l'entropie, c'est-à-dire tient le rôle de la mesure de la dispersion de l'énergie, mais qui n'est pas reliée à la température. Donc l'entropie en tant que telle, c'est effectivement quelque chose qu'il faut traiter avec sérieux, et je suis d'accord avec vous, malheureusement c'est traité avec parfois beaucoup de légèreté. On sait que dans les années à venir, il va falloir faire des changements importants. Et pourtant, se poser une question, c'est leur acceptabilité. Avec les gilets jaunes qui est là depuis plus d'un an maintenant, c'est une question qui est extrêmement importante. Alors, c'est la question de l'acceptabilité des changements. Il y a des changements qui se produiront, volontairement d'ailleurs ou pas. Et s'ils se produisent volontairement, ou s'ils sont imposés légalement, de leur acceptabilité par la société, CF Gilets jaunes. Moi, j'ai pas compris la question, par contre. J'ai pas compris ce que vous visiez très précisément, parce que les changements sont acceptés bon an, mal an. Soit que les gens ne s'en rendent pas compte, soit qu'ils n'ont pas le choix de les refuser. Si, oui, mais... Contre. Oui. Il y a eu d'autres. Tout à fait. Oui. 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 Mais il y avait autre chose derrière. Mathieu, si tu veux intervenir, mais je peux intervenir après, mais Mathieu... Juste pour dire que l'une des hypothèses de création du laboratoire LEED est qu'il n'y a pas de question d'acceptabilité.
Si ça n'est pas acceptable, c'est inacceptable, et donc c'est même pas la peine d'essayer de se demander comment ça va être accepté. On n'est pas là pour faire... donc on revient sur ce qu'a dit Sophie, sur le fait qu'il y a effectivement des professionnels capables de faire accepter l'inacceptable. C'est pas réellement un processus équilibré, et c'est sûrement pas une solution. Et donc là, le point de vue de l'historien, c'est que, acceptable ou pas, l'histoire passe, et quelque chose suit son cours, et advient. Et je crois que là, peut-être que la science-fiction est une manière de dire ça, de se poser le problème. Il y aura de l'histoire, quelque chose qui relèvera de l'histoire dans 2 siècles, 3 siècles, 50 ans ou 2 millénaires. Mais je crois que c'est toujours important de dire, là je retombe sur ce que dit Christophe, que le temps est une dimension de cette chose-là, et que le temps implique que des processus prennent place, et que ces processus n'ont rien à voir avec nos désirs de les voir évoluer de telle ou telle manière. Et j'aurais tendance, là, simplement à dire, c'est à nouveau en tant qu'historien, de dire c'est intéressant de voir qu'on a parlé de désir, et que d'une certaine manière c'était quelque chose qui était commun à au moins 2 des interventions. Le problème de la valeur serait absolument nécessaire, parce que socialement, l'attribution de valeur à quelque chose, c'est un dispositif différent du processus de désir, et c'est quelque chose sur quoi on peut fonder une société, un processus. Mais j'aurais voulu savoir, est-ce que André Orléans dit dans l'Empire de la valeur qu'il y a dans la valeur une composante de désir, et que cette composante est socialisée, et que c'est ça qui nous permettrait d'attribuer une valeur et un prix aux choses. Qu'est-ce que vous en pensez? J'étais en train de penser, en vous écoutant, à l'art contemporain et à toute la question de la valeur de l'œuvre d'art aujourd'hui, liée précisément, mesurée par le prix auquel on l'achète. Donc je crois que ça répond assez bien. Non, ça y répond pas, parce que c'est l'inverse. C'est juste l'inverse. C'est bien pour ça que je le donne. Je crois que... Non, ça n'enlève pas la valeur à la question. Alors, si vous voulez, là, donc tout à fait, vous avez raison, c'est une pirouette, c'est pas une réponse. Et je crois que la valeur, elle peut être tout à fait fabriquée. On en a des exemples en permanence. Et donc, c'est le désir à ce moment-là, ça va être le désir, alors ça peut être toutes sortes de choses, le désir de l'exceptionnel, qui va se donner le désir d'être à la mode, le désir de l'absurde. Enfin, on peut avoir un désir pour toutes sortes de choses qui n'ont pas du tout une résonance par rapport à ce dont je suis partie, c'est-à-dire une satisfaction qui pourrait être liée à une excitation corporelle. Donc là, on est dans une dissociation complète. Et ça, la valeur, elle peut être fabriquée de manière totalement artificielle. Et je pense que certains objets d'art contemporain le montrent. Alors, juste avant la prochaine question, je vais juste répondre au jeune homme en tant qu'économiste. L'acceptabilité, notamment dans la crise des Gilets jaunes, elle est liée également aux conditions sociales et aux conditions économiques. La taxe qui avait été mise en place, elle n'avait pas vocation à financer la transition écologique, elle n'avait pas vocation à financer une transition sociale qui permette de rendre possible cette transition écologique, elle avait vocation à faire des cadeaux fiscaux aux nantis. Voilà. Le problème se pose en effet de mettre en place un certain nombre de taxes, et les taxes font partie également d'une possible politique publique en termes écologiques, mais en effet, il faut à minima des conditions sociales et des conditions économiques qui permettent de les rendre acceptables, notamment, cela ne doit pas entraîner une augmentation des inégalités, puisqu'on voit bien que, en termes de pouvoir d'achat, le prix de l'énergie est extrêmement important chez les ménages les plus pauvres, chez les ménages qui habitent en zone rurale, qui sont dépendants de la voiture, etc. etc.
Donc il y a d'autres conditions à prendre en compte pour permettre cette acceptabilité. Vous n'accusez pas la notion d'acceptabilité? Non. Moi, c'est. Oui, j'ai une question pour Christophe Bouty. Je voudrais revenir sur la conclusion qui me paraissait très très forte. Donc, il y a un plancher à la décroissance. Oui. Parce que, bon, je pense que ça a été un petit peu évoqué par Alonso tout à l'heure. Mais ça me paraissait insuffisamment étayé par la présentation, en fait. Parce que on n'a pas vraiment défini effectivement le système qui en fait est en croissance, enfin, pas stationnaire, les conditions de vie du système. Et puis finalement, je crois que c'était un peu évoqué, effectivement, il faut en discuter. Si on dit que pour un certain output de l'économie donné aujourd'hui, on peut faire varier la plage de fonctionnement et trouver effectivement un point plus optimal du point de vue soit de l'efficacité, soit de l'intensité. Enfin, certainement, oui, on peut se dire que si on décroît tout en gardant le même output, oui, il y aura un plancher. Mais la question, c'est qu'on ne va pas garder le même niveau de prestation à la fin, probablement. Donc, du coup, ça me paraît remettre en question quand même la conclusion de manière assez forte. Je pense qu'il faudrait qu'on... Non, le modèle tel qu'il est là, dit si j'ai un système que j'appelle système vivant, mais c'est un système qui contient un terme de basal, c'est-à-dire un système qui, de toute façon, au repos, avant même de réaliser les fonctions pour lesquelles les fonctions auxquelles il est dédié, consomme. À ce moment-là, je suis dans une catégorie très particulière qui montre qu'il existe un point de fonctionnement, quand je vais faire fonctionner ce système, augmenter l'intensité de fonctionnement, un point de fonctionnement pour lequel, pour réaliser une opération donnée, c'était en l'occurrence, j'ai pris l'exemple sur je me déplace sur une longueur donnée, à ce moment-là, il existe un point qui minimise la production du déchet. C'est la seule chose que je dis. Simplement, ce que je voulais dire par là, c'est que à partir du moment où on a n'importe quel système, qu'il s'agisse d'une ville, qu'il s'agisse de n'importe quelle infrastructure, on est dans la configuration de systèmes qui ont un basal. On n'éteint jamais le système comme une machine, comme une voiture dont on arrête. Okay, on a toujours un niveau de fonctionnement minimum. La question, c'est que ce niveau de fonctionnement minimum, si je veux réaliser une tâche, si je décide de réaliser cette tâche très vite, moyennement vite ou lentement, si je décide de réaliser cette tâche très lentement, ok, ça va me prendre très lentement, et mon basal, eh bien, il va me coûter pendant longtemps. C'est juste ce que j'ai dit. À partir de là, je dis juste que, imaginez qu'on baisse le point de fonctionnement d'une machine en se disant ce sera qui peut le plus, peut le moins, si vous voulez. Ça, c'est un raisonnement de mécanique, où effectivement, on va dire je vais baisser la friction et ça ira beaucoup mieux. Non, la thermodynamique me dit attention, j'ai un basal, et donc il y a un moment, quand je vais baisser le point, ça va finir, pour réaliser une tâche donnée, ça va finir par me coûter beaucoup plus cher. J'ai juste dit ça. Ce qui veut dire que quand on pense la décroissance, si on la pense dans un cadre de pensée mécaniste, on peut se dire il n'y a pas de problème pour abaisser le point de fonctionnement et ça ira bien. Ce que je dis juste, c'est que nos systèmes ne sont pas des systèmes mécaniques, qui sont des systèmes plutôt mieux régis par la thermodynamique, qui sont des systèmes avec un basal, et à ce moment-là, c'est vrai, si on part de loin, que qui peut plus peut le moins, mais attention, il y a un moment où ce sera plus vrai. C'est la seule chose que je dis, qui en ce sens définit un plancher à la sobriété, et je pense que loin d'être une contrainte anxiogène, c'est au contraire plutôt rassurant, parce que le discours sur une sobriété où on se dit on ne sait pas jusqu'où on va descendre, d'abord ça ne permet pas du tout de se situer, et ça ne permet pas du tout d'imaginer demain et qu'est-ce qu'on va faire. À partir du moment où on sait qu'il existe un plancher, comme je viens de le définir patiemment, on peut décider dans une société ou autre de réduire le point de fonctionnement basal en se disant je vais éteindre telle infrastructure et autres, je vais réduire les hôpitaux, je vais réduire, je ne sais pas, les universités, tout ce que vous voulez, okay, pour ramener le point plus bas, de façon à pouvoir accéder à autre chose. Moi, mon point de vue, c'est juste un cadre qui dit attention, c'est pas vrai que la décroissance, on peut l'emmener jusqu'en bas. Il y a un moment où, à système donné, baisser le point de fonctionnement, ça va finir par coûter plus cher. Le monsieur qui est en rouge, et juste avant pour intervenir à compléter ce que vient de dire Christophe, je pense qu'il faut toujours faire attention au débat entre croissance et décroissance. Dans la croissance, on a de la production des énergies fossiles. Plus on augmente la production d'énergie fossile, plus on va augmenter cette croissance, plus on va produire des armes de guerre, plus on va augmenter cette croissance. Mais dans cette croissance-là aussi, si le kilo de tomates bio, lorsqu'on le produit, la valeur est supérieure à 1 kilo de tomates conventionnelles, eh bien on fait aussi de la croissance. Donc
il faut juste faire attention au débat décroissance-croissance. La question, c'est plutôt de la répartition et des questions de choix de société, de choix économiques dans cette croissance, même si on assiste à un ralentissement. Bon, monsieur qui a envie. D'abord, un commentaire de 5 secondes. Le fait que quand on baisse, on ne sait pas. C'était. Pardon, je n'avais pas vu. Je sais que c'était le J'avais une question sur ce que vous pensiez en fait du caractère auto-prophétique de la science-fiction. Au niveau de la science-fiction, quand on voit Jules Verne, un certain nombre d'œuvres qui ont été faites, qui ont inspiré quand même des découvertes technologiques qui ont été faites et des innovations derrière, j'avais une question par rapport à ce que vous pensez de l'aspect auto-prophétique de la science-fiction. Ça concerne les trois interlocuteurs. Et j'en ai une autre aussi sur, vous parliez de trajectoire tout à l'heure, de poser une cible et puis d'essayer d'imaginer la trajectoire. Moi, dans la science-fiction, ce que je vois depuis une petite dizaine d'années, c'est qu'il y a de plus en plus de préquels qui apparaissent, qui ont tendance à essayer d'expliquer comment on arrive là. Alors, il y a peut-être un côté un peu commercial derrière, mais est-ce que, quelque part, ce genre de choses, ça montre pas qu'il y a un besoin social d'imaginer ces trajectoires et qu'on y répond, on gagne de l'argent comme ça. Ou est-ce qu'il y a une autre analyse que... Sur les préquels, c'est plutôt au cinéma qu'ils font ça. Pour la science-fiction littéraire, il n'y a pas vraiment de préquel de... Alors, Dune, il n'y a pas de préquel de... Si, sur Dune, il y a eu des bouquins de préquels qui sont sortis. Et je pensais aussi, par exemple, à la Servante écarlate, où entre le livre et la série télé, il y a beaucoup plus d'informations dans la série télé sur comment on en arrive à la situation finale que dans le bouquin. Sinon, la première partie, c'était sur les oui, alors, c'est vrai qu'on a l'impression que les auteurs de science-fiction font de la futurologie, disent l'avenir, en fait, pas du tout, c'est pas du tout leur objectif. Parfois, ils tombent juste, tant mieux, ça tombe, on crée au génie, mais en fait, il faut aussi réaliser qu'ils se renseignent, quoi. Ils ne sont pas en dehors du monde dans lequel ils sont. De Jules Verne à qui vous voulez maintenant, ils ne sont pas du tout en dehors de ce monde, ils se renseignent, ils disent des choses, ils sont au courant de choses, alors avec leurs compétences, avec le temps qui s'y passe et les efforts qu'ils mettent dedans, mais ils sont au courant de ce monde et ils le mettent en scène. Donc en fait, quand Jules Verne fait son sous-marin électrique, on peut créer au génie du sous-marin électrique, sauf que le sous-marin à l'époque existe, c'est un truc à pédale qui va sous 20 cm d'eau, ça existe depuis Fulton, et puis l'électricité, ça existe, Zenobgram commence à faire des plans, bon. Voilà, donc il y a quelque chose qui est en l'air, et il fait un effort intellectuel qui n'est pas négligeable, d'en faire un sous-marin électrique, mais après il a deux objectifs derrière ça. Le un, c'est l'exaltation devant les merveilles de la science, avec le début de la fée électricité, la découverte des fonds océaniques en mettant dans un sous-marin un salon bourgeois qui vous fait découvrir sur des pages entières des listes de poissons qui passent devant les hublots. Et troisièmement, et c'est là où c'est le plus intéressant, à mon avis, dans Jules Verne, mais c'est peut-être pas l'endroit le plus marqué, c'est les conséquences plus politiques, civilisationnelles ou sociales. C'est Nemo avec son sous-marin, il est maître du monde. Avec un seul sous-marin, il coule qui il veut, y compris les navires anglais que Nemo déteste. Donc il devient maître du monde avec son sous-marin. C'est en ce sens la citation de Frédéric Paul que j'ai mise est intéressante. C'est pas difficile. C'est pas pour minimiser l'effort intellectuel, mais c'est pas difficile d'inventer la voiture quand on est en 1750. Où tu as un cheval mécanique, quoi. Ce qui est beaucoup plus difficile et aussi beaucoup plus intéressant, c'est d'imaginer qu'il y aura des bouchons. Qu'un jour, il y aura tellement de chevaux mécaniques que ça fera des bouchons. C'est là où c'est intéressant. Et la science-fiction, on la voit souvent pour ses aspects chatoyants de technologie démente, soit qu'ils soient impossibles mais très brillantes. Alors on dit c'est génial, la machine à agir dans le temps c'est cool, les archéologies orbitales c'est génial, tout ça. Ou alors pour les objets techniques, elle a pu penser un peu en avance. Alors on dit ah oui, Star Trek, le tricorder, mais c'est génial, c'est la médecine, c'est l'IRM, etc. Ils avaient déjà des visiotrucs dans la main. Enfin bon, d'accord, c'est évident. On veut parler à un type qui est loin et on veut le voir. On a un téléphone avec une image dedans. Encore une fois, je ne minimise pas l'effort intellectuel pour le représenter, ne serait-ce que pour le mettre à l'image quand il s'agit d'un film, ou le décrire, ou l'imaginer. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est les conséquences que ça. Et ça, on en parle moins dans la science-fiction. C'est plus, comme j'ai dit tout à l'heure, une expérience de pensée sociale, une sorte de... je ne sais pas si les sciences humaines font des expériences de pensée, sûrement, ou la sociologie fait des expériences de pensée, à défaut de pouvoir faire des expériences réelles, parce qu'on peut se dire, tiens, on prend 5 types, on les fout dans une boîte, on met un sandwich, ça s'appelle l'ANR. Et on voit ce qui se passe. Voilà, et on voit ce qui se passe. Donc, ça, on ne le fait pas en vrai. Alors, on le fait... ah si, il y a des situations
très brutales. Non, on l'a fait. il y a des situations très brutales qui sont passées, pas à visée d'expérimentation, à visée de on le fait, parce que c'est l'histoire, c'est le monde qui est comme ça. Et après, on essaie de tirer un enseignement de cette situation. Mais on ne provoque pas spontanément des situations conflictuelles. Si, pour Mars 500, on a mis des humains dans une caisse pendant 500 jours pour vérifier s'ils sortaient vivants. Parce que quand on enverra des humains sur Mars, on veut qu'ils arrivent près et vivants et pas trop fous. Mais à part des situations particulières, on ne fait pas trop. Et la science-fiction, mais pas que, l'histoire de pensée, la fiction, tous les récits qu'on peut faire, ils imaginent ces situations fictionnelles. Donc c'est ça qui est intéressant dans la science-fiction, c'est ce répertoire de récits, plus que l'invention ou la prophétie technique, quoi, ou l'engouement technique qui fait sens aussi, enfin, qui donne le côté chatoyant des choses, bien sûr. Oui, merci. Pour revenir juste sur le fait que si on baisse, on a peur de ne pas savoir où s'arrêter, c'est ce que Piketty raconte pour l'idéologie propriétariste. Quand on a voulu la démonter un peu à la Révolution, dès qu'on n'a pas su où on voulait s'arrêter, on est resté à peu près au niveau antérieur. Enfin, les historiens moduleront éventuellement. Donc c'est déjà une question qui est posée dans le champ des sciences. Sinon, moi je voulais poser une question qui recoupe un peu celle sur le chaotique ou l'intermittence. Alors, bon, le peu de lecture que j'ai pu avoir autour de la psychanalyse, c'est plutôt autour indirectement, par des Bernard Stiegler ou des gens comme ça, ou par Richard Sennett, éventuellement de loin. Et pour reprendre le cheval, là, il a 3 allures. C'est-à-dire que non seulement il est optimal dans chaque allure, mais il n'en a pas qu'une. Et il va passer un certain temps ou trop. Et dans le mot pulsion, il y a une temporalité. Il y a une montée et puis une descente. Il y a donc une intermittence. Et cet aspect intermittent, est-ce qu'on en a assez conscience? Ça fait des processus, je crois qu'il a utilisé le mot stationnaire, donc c'est complètement du stationnaire pour nous physiciens. Ça pose vraiment des problèmes de fond sur la description de ce qu'on veut faire, et je ne sais pas si c'est justifié de se focaliser beaucoup sur ce point-là. Moi, ça me semble que c'est un point important. Dans aussi l'émergence des objets, au fond, est-ce que Bernays ne fait pas que surfer sur des émergences successives d'objets dans des intermittences qui se déroulent? Et puis pour la science-fiction, est-ce que, au fond, mon impression, c'est est-ce que c'est un point qui a été pris en compte dans la science-fiction, la difficulté à imaginer les bouchons, hein, c'est-à-dire, c'est au fond, est-ce que la science-fiction, en provoquant un peu, ne figerait pas des scénarios, enfin figer c'est un mot fort, peut-être excessif, hein, mais pour me faire comprendre, que le scénario est visible en tant que tel, dans ce qui a été présenté, c'est peut-être votre façon de le présenter aussi. Et s'il y a des intermittences, comme dans peut-être la Servante rouge, elles sont scénarisées comme dans une dramaturgie parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose sur la scène, mais elles ne sont pas vraiment des nouveautés radicales, comme on dit, à chaque moment. Bon, je vais lancer un peu plusieurs perches, je ne sais pas si ça retombe quelque part. Il n'y a pas toujours de nouveauté radicale dans la science-fiction. Encore une fois, la science-fiction, elle est quand même l'émergence de nouveautés radicales. Elle n'est pas toujours une nouveauté radicale, elle en propose parfois. Mais on le voit évidemment qu'après coup, sur le coup, c'est une nouvelle histoire qui se passe là. Donc, je ne sais pas comment élaborer plus intelligemment que ça, sur le fait de dire que la science-fiction, c'est d'abord de la fiction, c'est une fiction qui se vaut, comment dire. En fait, ce qu'on fait là, enfin, ce que moi je fais avec la fiction, quand j'utilise pour ses vertus pédagogiques, je veux dire, enfin, en tout cas, analyser une scène, ou ce qu'on peut utiliser en politique, ou en sociologie, ou en pensée du monde, etc., c'est hacker la science-fiction. Son but, c'est pas de faire ça. Il se trouve qu'elle le fait, parce que c'est une production humaine de son temps, et qui raconte une histoire éventuellement divertissante, et éventuellement qui va se vendre, de sorte que l'auteur puisse vivre. Dit brutalement, ça sert à ça. Il se trouve aussi qu'on peut la hacker, c'est-à-dire l'utiliser pour un but différent, et en particulier pour les possibles qu'elle propose. Donc ensuite, comme je disais, ça tombe juste ou pas, c'est pas acquis d'avance. Voilà, c'est pas acquis d'avance. Elle cherche pas à tomber juste, elle cherche à faire un truc. Je peux peut-être répondre à votre question, que j'ai un petit peu oublié entre le temps, mais bon, je n'ai pas comment la souvenir. Voilà, l'intermittence, c'est ça. Parce qu'elle est, je la crois, très importante. C'est-à-dire que l'intermittence, effectivement, pulsionnelle, existe à partir du moment où il y a la référence à un corps érogène. Et si on quitte la référence à un corps érogène, et si on est donc, alors dans l'autre aspect que j'avais évoqué, c'est-à-dire cette espèce d'accumulation, là par contre il n'y a plus l'intermittence. Et c'est pour ça qu'on est dans quelque chose qui nous renvoie à la pulsion de mort, et c'est la raison pour laquelle le seul moyen comme il y a quand même un risque d'extinction, pour ranimer quand même le processus, il faut l'envie de l'autre.
Donc, en l'occurrence, les Gilets jaunes produiraient quelque chose qui pourrait relancer, imaginons un milliardaire très cynique, le plaisir justement de ne pas être soumis aux mêmes contraintes économiques, par exemple. Un petit peu grossier comme analyse, mais il y a ça quand même. L'envie que provoquer chez l'autre fait partie du système. Alors, je vais compléter. Oui, je crois que j'avais quelque chose, une question à vous poser en fait. Ah bon. Je ne peux pas partir sans ça. Parce que non, ce n'est pas une question, c'est juste un commentaire par rapport justement. Je crois que c'est très important de délimiter trois notions. L'entrave, la contrainte et la limite. Et qu'elles sont très différentes toutes les trois. Alors du point de vue de la psychanalyse, l'entrave, c'est l'immobilité qui va être liée au refoulement. Par exemple, quelqu'un qui est immobilisé pendant des années d'analyse autour d'une haine inconsciente d'un parent et qui n'en sortira pas et qui ne va pas pouvoir bouger ni dans son analyse ni dans sa vie, par exemple. Ça, c'est véritablement une entrave. La contrainte, ça, c'est autre chose, effectivement. Et à mon avis, c'est là où la question du temps mort de l'attente, du temps mort, moi je la remplacerais plutôt par quelque chose autour du temps de l'attente. Et là je rejoindrais ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un moment où il y a quelque chose qui diminue et ensuite qui va reprendre. Donc ce vœu 68 arts, pas de... Qu'est-ce que c'était? Pas de temps mort. Vivre sans temps mort. Vivre sans temps mort, bon, il est typiquement dans l'hubris et dans l'absurdité. On est obligé de vivre avec des temps morts. Et j'ai envie de dire, heureusement. D'accord. Bon. Et le dernier point, la question de la limite, qui est quand même celui dont on était partis tous, j'étais très intéressée du fait que vous puissiez le lier au cadre. Parce que là encore, en tant que psychanalyste, le cadre, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est le cadre de la séance, la manière dont il y a des choses qui sont permises, d'autres qui ne le sont pas, les invariants de la rencontre avec le patient, le fait que c'est le même divan, le même fauteuil, etc. Le cadre, le setting, donc pour les anglo-saxons, est quelque chose d'extrêmement important, et c'est ça qui va permettre la création. Parce que à quoi ça sert un cadre? Ça sert à imaginer qu'on peut le déborder. Et donc le cadre est nécessaire à la créativité. Je pense que c'était un peu contenu dans votre propos. Oui. Je vais continuer en reprenant le terme du désir. Force est de constater qu'avec Eric, dans les travaux qu'on a faits, on n'a pas encore réussi à susciter le désir de l'ANR ni les autres tutelles qui éventuellement pourraient nous financer, même moyen des petits financements. Donc, pour répondre à Henri, ce qu'on a traité, c'est purement stationnaire, c'est purement aérobie. C'est-à-dire, ce sont des efforts modérés sur une certaine durée, avec un régime cardiaque qui est stabilisé. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, la ventilation à l'oxygène est directement proportionnelle au flux de déchets. Et donc, on a un proxy très simple. On souhaite passer à l'instationnaire, on souhaite entre autres passer au régime anaérobie. Et pour ça, il faudrait que l'ANR nous aime. Voilà, c'est tout. Par exemple. Elle est triste, cette conclusion. Non, pas forcément. Pas forcément. En fait, ce qui est important, c'est ce que tu exprimes, c'est le désir d'être désiré. Voilà. mais comme vous l'avez bien dit, on fait quand même des choses. Ah, bien sûr. Après, je trouve ça assez étonnant, une discussion sur la connaissance qui discute au préalable de la répartition de la puissance. Enfin, comme vous l'avez évoqué un petit peu. Et je me demande à quel point ça pourrait être pris en compte dans les systèmes que vous étudiez. Essayer de modéliser un point de fonctionnement comme si on avait un niveau d'énergie qu'on consomme, alors qu'en fait ce serait sans doute très différent. Enfin, si on répartissait les richesses et donc la capacité à consommer, à émettre, à polluer parmi les êtres humains, on n'aurait clairement pas les mêmes. Enfin, on ne serait pas au même stade. Alors ça va dépendre d'un modèle. Ça a été fait juste dans la sphère financière par, vous pouvez lire les papiers de Yakovenko,
où il finit par construire, ce qui est assez raisonnable par rapport à d'autres choses qui pouvaient être un peu foireuses avec l'entropie. Yakovenko a effectivement construit une distribution des richesses en imaginant des processus où les agents échangent, et il obtient des distributions à la Boltzmann-Gibbs. Il peut définir finalement une température, des choses comme ça. Ce qui est assez intéressant, c'est un review of modèle physique. C'est pas le pire. J'avais une question supplémentaire sur la sublimation qui a été présentée comme individuelle. Toujours les lectures stiglériennes et simondoniennes peut-être en excès, mais j'avais l'impression qu'il y avait des paramètres collectifs justement dans l'individuation. Il appelle ça l'individuation psychique et collective. Bon, c'est peut-être pas exactement les mêmes vocabulaires, mais qu'il y avait une dimension collective à la sublimation, qu'il y avait des savoir-faire en pratique d'ouvriers, de choses comme ça, qui sont valorisés, y compris dans ce qu'on peut lire aujourd'hui dans les sociologies qui émergent des gilets jaunes, enfin, ou des gens dans les campagnes. La sublimation, elle n'a pas grand-chose à voir avec le sublime. La sublimation, c'est quelque chose qui est en fait, c'est un processus dont Freud dit qu'il est présent dès le début, en fait, dans l'enfance, même dans la petite enfance, et qui va détourner le pulsionnel vers, même pas un nouvel objet, mais une nouvelle attitude par rapport aux objets. Ce qui était évoqué tout à l'heure, par exemple, la recherche des invariants, en est une. Hein. C'est-à-dire ce questionnement que va avoir l'enfant. Mais tous les enfants ne vont pas avoir ce même plaisir du questionnement. Il y a des enfants inhibés, il y a des enfants qui vont se laisser interdire, d'ailleurs, de questionner, pour des raisons religieuses, par exemple, ou autres. Donc la sublimation, au départ, c'est bien un processus individuel. Alors ensuite, les sublimations peuvent se regrouper. La preuve, il y a des universités. Mais c'est là où ça se complique. Parce que les sublimations qui se regroupent, elles deviennent en fait tout à fait autre chose que ce qu'elles étaient au départ. C'est-à-dire, au départ, c'est un processus qui est libre. Et là, ça devient un processus collectif, et un processus collectif fait peser quelque chose, justement, qui va être une concurrence. Prenez les performances sportives, par exemple. Le sportif le fait par rapport à lui-même, une espèce d'autodéfi. Il reste que quand il a sauté, je ne sais pas quelle hauteur, c'est une obligation pour celui qui vient après. J'ai été très frappé par l'apparition du mot ascétisme dans le PowerPoint, parce que c'est un problème intéressant, parce que les sociétés ascétiques ne sont pas des sociétés sympathiques. Et que l'ascétisme est en général, enfin pour l'historien que je suis, en particulier pour des périodes dominées par le christianisme, les mouvements ascétiques, c'est un leader qui impose par l'ascèse qu'il accomplit peut-être sur lui-même, mais surtout qu'il présente de lui-même, une espèce de pression sur les gens qui sont ses disciples ou ses suiveurs. Et alors, je me pose la question, parce qu'on a quelque chose de différent, qui n'était pas une tradition occidentale et puis qui l'est devenue à un moment, qui est la manière, par une imposition individuelle, qui est par exemple la grève de la faim, d'imposer une pression sur l'autre, et en particulier sur le pouvoir, qui est quelque chose d'assez mystérieux, parce qu'on sait que quelqu'un qui fait une grève de la faim, à un moment, il va falloir répondre à la question qu'il pose politiquement. Margaret Thatcher avait montré qu'on pouvait aussi s'en ficher complètement, mais on ne peut pas dire que ça soit resté comme un épisode glorieux. Et là, je me dis, ça vaudrait le coup de s'interroger sur le type particulier de mécanismes sociaux qui est en jeu dans ces choses-là, parce que c'est une manière de poser le problème et surtout d'imposer le problème
qui est souvent beaucoup plus efficace que l'argumentation. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'énigmatique pour moi. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que finalement, l'ascète, lui, a produit un mécanisme individuel. Peut-être est-ce qu'il a utilisé un peu aussi son masochisme. Hein, voilà. Mais en tous les cas, lui, c'était un processus individuel. Après, il va le donner comme une norme. Et donc là, du coup, on est dans un processus complètement différent, voire opposé. Mais pour revenir aux questions artistiques qu'on évoquait tout à l'heure, moi je pense que ce serait très intéressant de réfléchir à partir de l'art japonais, du dépouillement. C'est plus l'ascétisme, ce serait le dépouillement. C'est un autre terme. Ça, c'est quelque chose que les vidéistes connaissent bien. Oui. Le mouvement cistercien produit une critique de l'art roman en disant c'est trop chargé, c'est trop riche, et produit une architecture dépouillée avec extrêmement peu de sculptures. La chose paradoxale étant que c'est une architecture luxueuse. Que le dépouillement veut dire c'est le design, simplement. C'est donner une valeur à une apparence de pauvreté. On va prendre la dernière série de questions. Bon, c'est une question générale. Quand on regarde ce qui sort actuellement dans les journaux un peu partout, et même dans des articles plus spécialisés sur la transition énergétique et climatique, on voit, et à juste titre, beaucoup d'articles, même de synthèse, faits par des gens des sciences dites de la matière, biologistes, physiciens, qui parlent des contraintes matérielles, les joies de la contrainte matérielle. Pas mal de choses aussi maintenant d'économistes qui parlent des contraintes socio-économiques parce qu'ils travaillent avec des sociologues. Et je suis très surpris, et peut-être que je me trompe, que les psychanalystes, enfin les psychanalystes, je ne parle pas des psychologues, ne s'expriment pas vraiment assez alors qu'ils ont pourtant un problème à la racine de ce problème. Et pourquoi ils sont timorés, ils n'osent pas parler de ça, alors que, de mon point de vue, ils ont quand même pas mal de clés en main. Beaucoup plus que d'autres spécialités. En tant qu'interdisciplinaire, ça me choque beaucoup. Et peut-être que je me trompe, peut-être que tu me dis, je ne tombe pas sur les bons articles. Si tu as des articles à me citer pour que j'aille voir ce que disent les psychanalystes là-dessus, pourquoi ont-ils peur de parler ? C'est une bonne question. Oui, je crois que, encore une fois, le psychanalyste, c'est quelqu'un qui a affaire à un patient après un autre. Il n'empêche. Il faut quand même rappeler ça. Il a affaire à une souffrance individuelle. Malaise dans la civilisation. Alors, malaise dans la civilisation, c'est la partie philosophique de la psychanalyse. Elle existe, effectivement. Mais ce n'est pas le tout de la psychanalyse. Même toi, tu es philosophe et... Oui, d'accord, mais j'ai entendu, hein, j'ai compris que tu m'as donné le... Ok, d'accord. Ce que tu dis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, je comprends que tu vois les individus. Et tu es quand même capable de voir l'identique dans le divers, comme on dit en tant que scientifique, et de voir des choses qui peuvent éventuellement, peut-être pas pour l'ensemble de la population, mais aider au niveau collectif quand même. Alors, c'est ce que j'avais essayé de faire quand j'ai écrit sur l'arrogance. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de faire quand j'ai écrit sur l'ordre. Donc je ne mérite pas ta critique. On va prendre les 3 dernières questions. Je vais d'abord donner la parole à celle qui n'est pas encore intervenue et après je vous fais intervenir vous deux, je ne vous évite pas. Je vais juste dire que entre les sciences de la matière et la psychanalyse, il y a aussi les sciences sociales, les sciences humaines et sociales qui sont beaucoup exprimées sur cette question de transition et de transformation des modes de vie. Et il y a toute une littérature notamment sur les pratiques de sobriété, les pratiques collectives de sobriété, notamment mes travaux. Il y a pas mal de choses, même sur la gestion, notamment sur comment et qu'est-ce qui motive des collectifs à adopter des pratiques sobres. Enfin, il y a on va prendre les deux. Brièvement, on a beaucoup parlé de contraintes et je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas forcément eu de distinction entre les contraintes dures et les contraintes souples.
Et par rapport au sujet qui nous intéresse, soit d'ordre psychanalytique ou je pense économique, la contrainte souple, par exemple pour la taxe carbone, c'est dire si vous émettez du carbone, ça vous coûte et ça va vous coûter de plus en plus. La contrainte dure, c'est dire vous n'avez pas le droit d'acheter cette voiture. C'est pas que ça vous coûte plus cher, c'est que vous n'avez pas le droit. On ne peut pas tuer quelqu'un, c'est pas que ça nous coûte très cher, on ne peut pas, c'est interdit. Et on pourrait imaginer qu'une contrainte dure, c'est une contrainte souple infiniment dure, comme acheter par exemple quelque chose qui est interdit, ça va coûter infiniment cher. En fait, c'est pas le cas. C'est juste que ça nous oblige à aller vers une alternative, d'un point de vue psychique, mais à la fois économique. Et est-ce qu'il y a, j'ai l'impression sur les questions de l'acceptabilité, par exemple, il y a de réfléchir à ça, la taxe carbone, est-ce que c'est pas, au lieu de mettre un prix, c'est pas plus simple de dire en fait ces comportements-là sont interdits. Je me demande si au final c'est pas plus acceptable que de le faire payer. Comment on va les vérifier? C'est la question du billet d'avion. Comment on va les vérifier le contenu de la poubelle? Enfin, ça encore, si c'est fait. On va juste laisser la dernière intervention et on va vous laisser conclure. Alors, puisque Roland est parti, manifestement, on va parler de choses très réelles, pas dans la science-fiction. Donc, on sublime nos désirs et nos pulsions. Beaucoup, et en fait le problème de la sublimation, c'est que c'est souvent un processus extrêmement dépensier en énergie. Donc deux exemples. La mort très récente de Kobe Bryant. Alors pourquoi il est très célèbre? C'est parce que évidemment il dépense énormément d'énergie en mettant des paniers de basket. Enfin, bon, c'est pas un processus. Donc cette célébrité, elle vient associée à un processus pas du tout économique en énergie. Le rallye Dakar, pourquoi on en parle? C'est sur toutes les chaînes, tout le temps. Il y a des tas de choses, de gens qui essaient d'être sobres, on n'en parle jamais. Donc ce truc-là qui n'est pas sobre du tout, on en parle tout le temps. Et comment est-ce qu'on peut faire? Alors là, je vous rejoins, effectivement, ce sont des processus individuels, on ne voit pas comment on va les empêcher, mais c'est un vrai problème pour la transition. Parce que pour être célèbre, en fait, il faut faire tout le contraire de ce qu'on dit en permanence. C'est dommage, j'aurais pu vous poser la question par rapport au sport, mais je ne crois pas que vous puissiez mettre les deux sur le même plan. Dans un cas, il y a quelqu'un qui en effet dépense sa propre énergie, si j'ai bien compris, c'est un basketteur. Oui, c'est ça. Ah, mais il y a beaucoup d'énergie dépensée autour. Ah, c'est autre chose. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est toute la question entre le sportif et l'industrie du sport. Non, le lien a été fait avec... On en parle aussi parce qu'il est mort dans un accident d'hélicoptère. Il se déplaçait lui-même. Apparemment, il n'y a qu'une personne qui est morte dans ce accident. Oui, bon, c'est pas parce qu'il était basketteur. Hein. Je vois pas le besoin de la question. On va laisser Christophe intervenir peut-être. Oui, je vais juste brièvement conclure sur les niveaux de sublimation. Je voudrais juste pour conclure remercier l'ANR et les autres financeurs publics de permettre aux chercheurs aujourd'hui de travailler à des niveaux de sublimation jamais atteints. Non, merci beaucoup, merci pour ces échanges. C'était tout à fait intéressant. J'étais très intimidée en venant. Merci.